Bienvenue à cette édition de l'Essentiel qui vous présente les faits saillants de la semaine politique à Ottawa. D'abord, le Canada emboîte-t-il pas à d'autres pays, dont les États-Unis, et a annoncé un boycott diplomatique des Jeux olympiques de Pékin, une décision qui vise à dénoncer le traitement par la Chine de la minorité musulmane des Ouïghours. Le chef conservateur Erin O'Toole était un de ceux qui faisait pression sur le gouvernement Trudeau pour qu'il aille de l'avant avec ce boycott. J'ai interviewé M. O'Toole mardi, donc à la veille de cette décision. On a discuté de plusieurs dossiers, dont celui de la relation du Canada avec la Chine. Nos relations sont un désastre maintenant entre la Chine et le Canada et on doit avoir une approche ciblée sur nos valeurs, comme les droits humains, la situation diplomatique à travers le monde. Et les Jeux olympiques sont un jeu pour tous les pays. Et on doit utiliser les Jeux comme un exemple de nos valeurs. Mais il y a 5 ans, j'ai proposé une introduction sur Huawei dans notre système 5G. Tous nos alliés ont déjà eu une interdiction pour Huawei. C'est seulement le Canada. Et comme d'habitude, M. Trudeau était lent et naïf en ce qui concerne la Chine. Bon, je veux maintenant revenir sur votre leadership et sur ce qui s'est passé à la Chambre des communes autour des thérapies de conversion, alors que vous-même, les conservateurs, vous avez présenté la semaine dernière une motion pour accélérer l'adoption du projet de loi C4 visant à interdire les thérapies de conversion. Bon, on le sait, la motion a été adoptée à l'unanimité, alors qu'on se rappelle que plus de la moitié de votre caucus avait voté contre un projet de loi semblable dans la précédente législature. Comment vous avez réussi à rallier le courant plus à droite de votre parti autour de cette question? Je suis fier de notre équipe. On a proposé une motion unanime la semaine passée. C'était un exemple de notre approche pour tous les Canadiens et Canadiennes, incluant la communauté LGBTQ. M. Trudeau a eu 3 projets de loi sur la thérapie de conversion. Et c'était le temps d'agir. Et on a fait ça. Et je suis fier de notre équipe parce qu'on a travaillé en étroite collaboration avec tous nos députés dans toutes les régions de notre pays pour la communauté LGBTQ. Je suis un allié et je suis fier de nos résultats. Oui, parce que je vous pose la question parce que plusieurs y ont vu une façon pour vous d'imposer, en fait, votre discipline au sein de vos troupes au moment où vous êtes l'objet, comme on le sait, de pression pour lancer une révision de votre leadership avant 2023, comme le prévoit la Constitution du Parti conservateur. Plusieurs y ont vu quand même une victoire personnelle pour vous autour de ce vote sur les thérapies de conversion. Quel impact ça va avoir, selon vous, sur votre leadership du Parti conservateur dans un avenir plus ou moins rapproché? Pour moi, personnellement, Esther, c'est plus important d'avoir une victoire pour une communauté minoritaire au Canada, comme la communauté LGBTQ. C'est plus important que ma carrière politique, en fait. Et c'est pourquoi je suis fier. On a travaillé avec tous nos députés et M. Trudeau, malheureusement, a utilisé cet enjeu juste avant l'élection, par exemple, de retarder le progrès pour la communauté. Et c'est pourquoi j'ai dit, après notre réunion de caucus la semaine passée, on va agir pour la communauté et on a fait ça. Oui, mais sur l'impact positif éventuellement sur votre leadership quand même? Oui, comme j'ai dit, on a besoin d'un parti conservateur moderne, ouvert, et prêt pour gouverner. Et c'était un exemple d'une parti plus progressiste, particulièrement sur les enjeux sociaux. Et c'est très important pour attirer les Canadiens, les Québécois, avec une approche progressiste sur les enjeux sociaux et prêt pour gouverner sur les enjeux économiques. Bon, vous parlez des Québécois. Je veux justement vous amener sur le terrain du Québec. À la dernière élection au mois de septembre, vous avez réussi, les conservateurs, à faire élire les mêmes 10 députés au Québec. En plus, bon, des Gérard Deltel, il y a Alain Reyes, qui est maintenant votre lieutenant québécois. Pierre Paulus, Luc Bertholz sont des députés qui bénéficient de beaucoup de notoriété, il faut le dire. On sait aussi que le Québec va être en élection dans moins d'1 an. Quels sont vos dossiers prioritaires, plus spécifiquement pour le Québec, pour cette 44e législature au Parlement canadien?
Canadiens. Et Dominique Vien, notre nouvelle députée à Lévis. Je suis fier de nos députés extraordinaires au Québec. Et nous sommes en train d'attirer plusieurs des Québécois avant la prochaine élection parce que nous sommes le seul parti ici pour l'économie, ici pour lutter contre la pénurie de main-d'œuvre, contre l'inflation, pour les régions, mais aussi pour la grande région de Montréal aussi. Et j'ai fait une tournée pour la Coupe Vanier à Québec et pour les réunions avec les entreprises à Montréal. Et nous sommes en train de bien connecter avec les Québécois. Ça m'amène à vous parler de la question du contrôle des armes à feu. Alors qu'on a commémoré cette semaine les 32 ans de la tragédie de Polytechnique, il y a eu 18 féminicides au Québec, M. O'Toole, depuis le début de l'année. Il se passe pratiquement pas une semaine sans qu'il y ait une fusillade à Montréal. Les pressions sont de plus en plus nombreuses pour resserrer le contrôle des armes à feu au Québec. On se rappelle que pendant la campagne électorale, vous avez eu une position, vous, plutôt ambiguë sur le programme de rachat des armes d'assaut que propose le gouvernement Trudeau. Quelle est la position du Parti conservateur sur le contrôle des armes à feu en ce début de session parlementaire? Oui, on doit travailler avec tous les paliers du gouvernement, les municipalités, incluant la mairesse Plante à Montréal, avec le gouvernement de M. Legault. Et c'est très important de régler la frontière et de travailler avec les policiers contre les gangs de rue. On a vu le triste cas de Thomas Trudel à Montréal il y a 2 semaines. Et on doit travailler avec les policiers et contre la violence conjugale aussi, parce qu'on a vu une augmentation grave pendant la pandémie et tous les partis doivent travailler sur ça, particulièrement juste après l'anniversaire de Polytechnique. Et Dominique Vien a donné un discours hier sur ça dans la Chambre des communes. Et nous sommes ici de travailler avec les autres partis contre la violence conjugale. Oui. Le temps file. Je veux vous entendre sur l'inflation parce que, bon, l'augmentation du coût de la vie, c'est visiblement un champ de bataille des conservateurs depuis le début de la session parlementaire. Plusieurs de vos interventions aux communes portent sur l'inflation lors de la période des questions. C'était pas un enjeu pour les conservateurs pendant la campagne électorale. Pourquoi l'inflation est devenue une priorité pour vous? On a parlé sur les risques d'inflation il y a 1 an. Moi, juste avant l'élection, Pierre Poilievre, notre porte-parole pour les finances, et pendant l'élection, on a parlé sur une relance économique dans chaque secteur de notre économie et particulièrement avec les programmes pour les secteurs les plus touchés par la pandémie. Et maintenant, l'inflation et la pénurie de main-d'œuvre sont les enjeux économiques les plus importants au Québec et à travers le pays. Et nous sommes ciblés sur ça. Et on va avoir un débat cette semaine sur l'inflation parce que c'est un risque pour les familles, les aînés. Il y a une crise du coût de la vie maintenant au Québec et à travers le pays. Oui. Un autre enjeu qui est important pour le Québec, c'est le débat entourant la question linguistique. C'est un débat qui aura fait surface au pays au cours des derniers mois, d'abord avec le projet de modernisation de la loi sur les langues officielles du côté d'Ottawa, et puis du côté de Québec, comme on le sait, le projet de loi 96 sur la modernisation de la loi 101. Quelle est votre position à vous sur la question des langues officielles et plus particulièrement sur le rôle du gouvernement du Québec dans la protection du français sur son territoire? C'est un enjeu important pour moi. Je suis fier de nos 2 langues nationales. J'ai dit ça depuis le début de mon leadership. C'était les conservateurs qui ont eu un débat d'urgence sur le déclin du français à Montréal après les commentaires mauvais par les dirigeants libéraux. C'était les conservateurs qui ont proposé l'application de loi 101 aux entreprises à charte fédérale et on a proposé la modernisation sur les langues officielles aussi. Juste avant l'élection, Mme Joly a proposé un projet de loi, mais c'était seulement symbolique. Et après 6 ans d'inaction, c'est le temps d'agir et on va pousser sur ça dans le Parlement parce que c'est une priorité pour notre équipe.
Bon. Il nous reste quasiment plus de temps. Dans les autres dossiers maintenant, la pause au Parlement avant la période des fêtes, c'est pour bientôt, on le sait, au retour à la fin du mois de janvier. Il y aura encore évidemment la gestion de la pandémie et éventuellement aussi l'éventuel budget du gouvernement Trudeau qui va être présenté ou déposé quelque part, peut-être ce printemps. Qu'est-ce que vous allez surveiller de plus près à la reprise des travaux aux communes en 2022? On va continuer de parler sur une relance économique pour toutes les familles canadiennes, toutes les familles québécoises dans chaque région de notre pays. On va parler sur notre déficit et la dette historique avec le gouvernement de M. Trudeau et aussi la pénurie de main-d'œuvre. C'est le temps pour le gouvernement fédéral de travailler en étroite collaboration avec le gouvernement de M. Legault, avec la formation sur les travailleurs étrangers temporaires. On doit moderniser nos programmes fédéraux d'aider le Québec avec la pénurie de main-d'œuvre. Alors, on va continuer à vous suivre, M. O'Toole. Erin O'Toole, chef de l'opposition officielle conservatrice à Ottawa. Merci de nous avoir fait du temps, malgré votre horaire chargé. C'était une première rencontre. Alors, au plaisir de vous recevoir de nouveau à notre émission. Merci. Merci, Esther. Au revoir. Une étude nous apprenait cette semaine que les prix des aliments ont augmenté de 3,8 au Canada en 2021, hausse qui va se poursuivre l'an prochain pour atteindre de 5 à 7 L'inflation est justement notre premier sujet d'analyse avec nos journalistes Joël Denis-Bellavance, Althia Raj et Yves Malo. Bonsoir à vous trois. Bonsoir. Yves, je vais commencer avec vous ce soir. Bon, on le sait, la lutte à l'inflation, c'est un cheval de bataille des conservateurs depuis le début de la nouvelle session parlementaire. Oui. Et là, ça se confirme, donc ça va coûter pas mal plus cher pour se nourrir l'an prochain au Canada. Jusqu'à quel point c'est un sujet qui est porteur pour les conservateurs? C'est excessivement porteur parce que tous les gens font l'épicerie, tous les gens constatent que l'épicerie coûte plus cher, mais il n'y a pas juste ça. Se loger coûte plus cher, se véhiculer coûte plus cher. Alors, pour les familles à plus faible revenu, l'année 2022 s'annonce absolument catastrophique. Alors, les conservateurs ont vu le filon. Le gouvernement fédéral de M. Trudeau dit que l'inflation, c'est une histoire mondiale, donc ils sont plus ou moins en mesure de contrôler ce qui se passe. Mais les conservateurs disent le Canada est l'endroit où l'inflation est à peu près le moins bien contrôlé. Les taux d'inflation sont énormes. Alors, ils voient là le filon et fort probablement qu'il va y avoir assez de gens pour les écouter parce que les gens sont excessivement inquiets de ce qui se passe cette année et surtout pour 2022. Alors oui, il y a une mise à jour économique la semaine prochaine et si les mesures qui sont annoncées ne sont pas suffisamment costaudes, les conservateurs auront là, permettez-moi l'expression, leur pain et leur beurre pour aller loin en 2022 là-dessus. Bon, parce que Joël Denis, effectivement, la ministre des Finances, Mme Freeland, va présenter sa mise à jour économique mardi prochain. Est-ce que le problème de l'inflation va être au cœur de cette mise à jour économique? Vous vous attendez à quoi? En fait, non, parce qu'on me dit en coulisses que cette mise à jour sera plutôt mince comparable à celle qu'on avait offerte en 2015 après les élections et 2019 aussi après les élections fédérales. Donc, on va s'en venir à des chiffres, faire un peu un bilan financier fiscal. C'est presque un budget, c'est un document pour les comptables plus que pour les contribuables, je vous dirais. Et ça va faire en sorte que Mme Freeland et le gouvernement Trudeau risquent de s'attirer des fautes. Maintenant, Yves fait allusion au pain et au beurre des conservateurs. Je pense qu'il va y avoir d'autres choses qui vont s'ajouter à cela parce que la Banque du Canada s'apprête à entreprendre une lutte contre l'inflation en augmentant les taux d'intérêt, probablement vers autour du mois d'avril ou le troisième trimestre, le deuxième ou le troisième trimestre. Donc, le coût d'emprunt va augmenter pour les gens qui ont pu se loger avec une hausse des prix de la maison aujourd'hui. Donc, ça va faire mal dans le portefeuille des gens. Et ça, je vous dirais que le Parti conservateur, pour aller chercher bien des gens, et le Parti libéral de Justin Trudeau, le gouvernement Trudeau, devra y faire face dans son prochain budget. Parce qu'il ne le fera pas dans la mise à jour économique, ce sera essentiellement un budget de une mise à jour de comptable, un document de comptable. Althia, pour conclure justement sur le thème de l'inflation et de la mise à jour économique. L'autre chose que je devrais dire qu'on regarde la semaine prochaine, c'est le nouveau mandat de la Banque du Canada. Mm-hmm. Alors, c'est quand même aussi un autre dossier que les conservateurs ont martelé cette semaine pour s'assurer que le mandat de la Banque demeure de garder l'inflation à un taux environ de 2 %. Je suis d'accord avec Yves. Je crois que, franchement, si
la mise à jour mardi, elle est un petit peu comme le discours du trône, parce qu'il y avait mention de l'inflation une seule fois, mais que les solutions apportées, c'était les solutions que le Parti libéral avait discutées durant l'élection, notamment sur le logement et puis, c'est quoi l'autre chose? Les services de garde. Oui, comment est-ce que je pourrais oublier ça? Ça va pas être assez. C'est un peu comme en 2008, quand on était revenu de l'élection, puis c'était vraiment la grosse récession, puis le gouvernement avait pas vraiment présenté quoi que ce soit, les partis d'opposition. Bon, je pense pas qu'on va voir quelque chose de si catastrophique, mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a une situation financière qui existe maintenant, qu'on n'en a pas vraiment discuté durant la campagne électorale, puis il y a une attente que le gouvernement réagisse. Puis peut-être, je suis d'accord avec Yves, que si ils se montrent pas à l'écoute, ça va leur faire mal, puis peut-être que c'est pas la chose qu'ils aimeraient avoir avant qu'on quitte pour le temps des fêtes, parce que les familles se rencontrent pour discuter de la politique autour de la table. Ouais. Sur la gestion de la pandémie, maintenant, parce que la vérificatrice générale a remis son rapport ce jeudi, elle écorche le gouvernement Trudeau, notamment pour les contrôles aux frontières, les contrôles des quarantaines, il y a aussi la protection des travailleurs étrangers. Joël Denis, qu'est-ce qu'il faut en penser de ce rapport? Que c'était un peu la crise et on voit que la gestion de la crise a été déficiente du côté du gouvernement, notamment pour ce qui est, vous l'avez évoqué, la protection des travailleurs temporaires étrangers qui viennent ici pour aider les entreprises agricoles à mener à bien leur activité, l'ensemencement, la récolte et tout ça. Donc, on ne s'est pas assuré qu'il y ait des mesures adéquates et qui étaient observées par les entreprises qui faisaient venir les travailleurs étrangers. Donc, ça alimente les critiques pour ce programme. L'autre élément qui, évidemment, met le gouvernement dans la barasse, c'est la gestion des mesures de contrôle à la frontière. On s'aperçoit que oui, on voulait imposer la quarantaine aux gens qui arrivaient au Canada, mais il n'y avait aucun suivi qui était fait par l'Agence de la santé publique dans le cas des 2 tiers des gens qui arrivaient ici au pays. On ne savait pas s'ils observaient, oui ou non, ces mesures de quarantaine. Donc ça prête le flanc également à la critique, d'autant plus que maintenant, on vient d'ajouter d'autres mesures pour contrer le nouveau variant Omicron. Et on s'aperçoit que peut-être les mesures qui sont en vigueur ou qui étaient en vigueur ne sont pas efficaces parce qu'ils ne sont pas, comment dirais-je, on ne fait pas les suivis nécessaires pour qu'elles soient efficaces. Donc, évidemment, le gouvernement va s'en défendre, mais il prête le flanc aux critiques à l'heure actuelle pour ce qui est de la gestion de la frontière. Oui, sur les mesures, Yves, aux frontières, justement, le gouvernement se fait accuser par l'opposition de créer de la confusion dans ces mesures. Le Bloc québécois, notamment, parle de cafouillage aux frontières. Est-ce que c'est un dossier qui a été mal géré par les libéraux, selon vous? Par les libéraux. La volonté politique est là. Le problème, c'est que la machine a de la misère à suivre. En fait, est incapable de suivre. Alors, le gouvernement fédéral, oui, est responsable de la machine, mais il y a plusieurs dossiers dans lesquels le gouvernement démontre sa volonté et la machine ne suit pas. Alors, n'importe qui a fréquenté un aéroport sait que c'est le capharnaüm le plus complet dans les aéroports. Même chose aux frontières. Alors oui, comme on dit, les bottines ne suivent pas les babines et c'est ça le grand problème du gouvernement Trudeau actuellement. Bon. Le temps file. Je vais aller tout de suite à l'autre gros dossier qui a retenu l'attention cette semaine. Évidemment, c'est le Canada qui a finalement emboîté le pas à d'autres pays, dont les États-Unis, et a annoncé un boycott diplomatique des Jeux olympiques de Pékin. On le sait, c'est pour protester contre le traitement par la Chine de la minorité ouïghour. Plusieurs ont reproché au gouvernement cette semaine d'avoir trop tardé à agir. Althia, est-ce que le gouvernement canadien a en effet agi trop tard? Il a agi. Puis on n'est pas encore aux Olympiques, alors peut-être que c'est pas trop tard, mais est-ce qu'on est derrière les autres pays? Oui. Puis je pense qu'il y avait une attente, surtout après que les deux Michaels sont retournés au Canada, qu'il y aurait des décisions vite qui ont rapport à la Chine. Alors sur Huawei, sur le boycott des Olympiques. Puis on n'est pas venu à ça du tout. En fait, on a aussi vu cette semaine que l'ambassadeur, Dominic Barton, a quitté son poste. Si les deux sont... Il y a des suggestions que le boycott est venu après que M. Barton a annoncé son départ parce qu'il n'était pas en faveur.
je pense que ça mène à des questions. C'est quoi exactement notre politique vis-à-vis la Chine? Madame Joly, la nouvelle ministre des Affaires étrangères, parle maintenant d'une nouvelle stratégie Indo-Pacifique, mais ça répond pas à la question de la Chine comme telle. Et puis pourquoi est-ce que toutes les décisions sur ce dossier tardent d'autant? Oui. Yves, le Bloc québécois demandait que le Canada aille encore plus loin et ordonne, entre autres, un boycott non pas seulement des diplomates, mais des athlètes canadiens à ces Jeux. Est-ce que le Canada aurait dû aller encore plus loin? Pas vraiment, parce que le Canada, qui pense aujourd'hui que le Canada est un leader sur la scène mondiale? Ben, à peu près personne. Est-ce que le Canada est leader ou suiveux? Je pense que c'est plus davantage le deuxième choix, parce que on attendait de voir qu'est-ce que feraient des plus grandes puissances que le Canada. Des relations sont déjà difficiles avec la Chine. D'ajouter quelque chose ne change absolument rien. Alors non, le Canada n'a pas fait preuve de leadership. Aller plus loin, si les autres ne vont pas plus loin, ça donne strictement rien, parce que le Canada est un poids léger sur la scène internationale. Joël Denis, le mot de la fin là-dessus, la Chine a déjà annoncé des représailles contre le Canada pour ce boycott diplomatique, quand on sait que nos relations sont déjà tendues avec la Chine. Althia parlait de la ministre Joly il y a un instant. Est-ce que ça va être le premier vrai test pour la nouvelle ministre Mélanie Joly? Oui, absolument, parce que, comme elle l'a mentionné, l'ambassadeur va quitter ses fonctions le 31 décembre. Il faudra trouver un nouvel ambassadeur. Soit ce sera un test, le choix sera important. Est-ce que ce sera une nomination politique ou un ambassadeur d'expérience? Les experts souhaitent que ce soit un ambassadeur qui comprend entièrement la situation en Chine. Donc, il faudra faire preuve de clairvoyance. Mais il y aura d'autres décisions importantes à prendre aussi. Le cas de Huawei n'est pas réglé. Et on peut s'attendre à ce qu'il y ait d'autres représailles dès que le gouvernement canadien annoncera ses couleurs dans ce dossier, qui risque évidemment de provoquer de nouvelles flamèches entre le Canada et la Chine, parce que Huawei, c'est un géant chinois auquel tient beaucoup, évidemment, le régime communiste chinois à Pékin. Oui, en tout cas, le moins qu'on puisse dire, c'est que la relation avec la Chine, c'est délicat pour le Canada. Alors, Joël Denis, Althia et Yves, merci beaucoup. Au plaisir de vous retrouver bientôt. Merci. Bonne fin de semaine. Bonne fin de semaine. Merci à vous. Alors qu'on soulignait lundi le 32e triste anniversaire de la tragédie de Polytechnique, le débat sur le contrôle des armes à feu a repris de plus belle à la Chambre des communes. Pour mieux comprendre, on en est où exactement avec les armes à feu au pays? Je me suis entretenue avec Francis Landlois, qui est spécialiste en la matière et chercheur à la chaire Raoul-Landurand de l'UQAM. Bonsoir, M. Langlois. Bonsoir, Mme Bégin. D'abord, j'aimerais vous entendre sur une déclaration d'une survivante de Polytechnique dans la foulée de ce 32e anniversaire, la porte-parole Nathalie Provost, qui dresse un portrait, il faut le dire, sombre de la situation des armes à feu au pays. Elle affirme en fait que la situation actuelle est catastrophique et que la population est moins protégée qu'en 1989. Qu'est-ce que vous en pensez de votre côté? Disons qu'il faudrait nuancer un peu la situation dans la mesure où il y a plus d'encadrement légal autour des armes à feu qui sont possédées par des Canadiens et des Canadiennes, suivant la loi, évidemment. Donc, de ce point de vue-là, c'est pas tout à fait exact. Et donc, le gouvernement a resserré le contrôle de façon générale. Il l'a beaucoup plus resserré en 2020 suite à la tuerie de Porte-à-Pic. Ceci étant dit, effectivement, il y a eu des reculs. Le gouvernement Harper a aboli le registre mis en place par M. Chrétien en 1995. Donc, effectivement, à ce niveau-là, il y a moins de vérification ou de contrôle qui est effectué par le gouvernement fédéral. Donc, ça, c'est vrai. Et aussi, nous sommes en ce moment affectés par un phénomène qui touche l'ensemble de l'Amérique du Nord, à savoir une augmentation de la criminalité armée dans les rues des grandes villes. Mais ça affecte, oui, Montréal, ça affecte Toronto, ça affecte Calgary, mais ça affecte essentiellement l'ensemble des grandes villes américaines aussi. Oui, parce que cette année, en effet, on a beaucoup entendu parler de féminicide au Québec, de fusillade à Montréal. Certains observateurs, il y a eu une augmentation de la violence par arme à feu. À la lumière de ce que vous nous dites, c'est le cas. Oui, c'est le cas, particulièrement en termes d'utilisation, disons, gratuite d'armes à feu, à savoir là, des armes qui sont vidées, mais sans faire de victimes. Donc ça, c'est en augmentation un peu partout au Canada. Puis effectivement, le nombre d'homicides d'armes à feu a augmenté. Bon, peut-être un peu diminué là, cette année par rapport à l'année dernière, mais ça a augmenté dans les 5 dernières années, ça c'est clair. Est-ce qu'il y a un lien direct à faire entre féminicide et contrôle des armes à feu? Oui, dans la mesure où le contrôle des armes à feu légales
Donc, l'agenda que Polly se souvient pousse depuis 1989. Donc, le contrôle des armes à feu légales vise à diminuer le potentiel de violence qui est engendré par ces objets-là, donc soit les armes à feu. Et dans ce cadre-là, bien évidemment, si on contrôle qui possède des armes à feu, si on contrôle les antécédents, si on vérifie les témoins qui sont indiqués sur n'importe quel formulaire, bien à ce moment-là, on peut s'assurer de la probité des gens qui veulent détenir des armes à feu. Et donc, ainsi, bien, relativement, évidemment, on ne peut pas éliminer toute forme de violence envers les femmes, mais oui, il y a moyen de contrôler un peu la violence qui est faite par des hommes sur des femmes, soit en interdisant des gens de se procurer une arme ou encore en allant saisir les armes d'une personne qui est jugée dangereuse envers sa conjointe. Donc oui, c'est une façon de contrôler cette violence-là ou cette violence potentielle. Sur ces contrôles, justement, sur les armes de poing, on le sait, le premier ministre Justin Trudeau a refusé de légiférer et renvoie l'interdiction dans la Cour des villes qui, elles, n'en veulent pas. Est-ce que c'est une bonne approche de laisser aux villes le droit de bannir des armes de poing sur leur territoire? OK, M. Trudeau. Une chose à dire en premier lieu, donc toutes les armes de poing au Canada qui sont détenues légalement par des Canadiens et des Canadiennes, donc sont enregistrées à Ottawa. Chaque arme a un permis unique lié à la personne qui possède l'arme à feu. Donc, il y a déjà une réglementation assez encadrée, assez serrée sur ce genre d'armes-là. Maintenant, effectivement, des gens veulent les retirer complètement de la circulation, ce qui serait possible de faire. Le gouvernement fédéral a les pouvoirs, les capacités administratives et, comme je vous le dis, le moyen de les retracer une par une. On dirait que M. Trudeau essaie de faire une espèce de fédéralisme asymétrique, donc en laissant les provinces, au début, il voulait l'envoyer dans la Cour des municipalités, et maintenant, bon, on voudrait le déléguer aux provinces pour, disons, faire en sorte qu'une telle réglementation soit efficace et qu'elle soit pas simplement un coup d'épée dans l'eau, si on veut. Il faut que ce soit administré et fait sur une base nationale. Parce que sinon, une arme peut être transportée, on le voit aux États-Unis, une espèce de réglementation à la carte. Les États, les villes, bon, tout ça réglemente un peu selon leur désir jusqu'à un certain point. Et donc, ça ne fonctionne pas parce qu'on transporte les armes d'un État à l'autre, d'une ville à l'autre. Donc, le même phénomène pourrait se produire pour des armes légales. Maintenant, ça ne fait pas face au problème des armes illégales qui, elles, engendrent de la violence dans les rues, mais pour encadrer le potentiel de violence, là, disons, notamment contre les femmes, ben oui, effectivement, on pourrait retirer toutes les armes de poing de circulation. Oui, c'est ça. Vous parliez il y a un instant des États-Unis. Je vais vous entendre sur le contrôle des frontières. Bon, le temps file et on sait que le ministre fédéral de la Justice, David Lametti, a promis d'agir pour renforcer les lois et les ressources frontalières pour assurer un meilleur contrôle des armes à feu. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur le contrôle actuel aux frontières avec les États-Unis? Est-ce qu'ils sont efficaces, ces contrôles-là? Qu'est-ce qu'on pourrait faire pour améliorer ces contrôles? Mettre plus de monde, de ressources humaines sur les différents postes de frontières. On pourrait permettre aux agents frontaliers d'opérer en collaboration avec les gens de la GRC, donc les agents frontaliers ne seraient pas pris au lieu où ils travaillent. Le gouvernement de M. Trudeau, en mars 2021, a débloqué des fonds pour augmenter la surveillance et aussi a créé un pont entre les autorités frontalières canadiennes et américaines. Donc ça, c'est le minimum. Maintenant, il y a des routes de trafic qui passent par des endroits plus sensibles que d'autres, notamment à Quisasne, mais ailleurs aussi, par ailleurs. Les autorités le savent et évidemment, il faudrait agir de façon plus serrée. On a vu, il y a eu une saisie la semaine dernière par la GRC. Les gens avaient passé par Quisasne. Donc, il va falloir peut-être à un moment donné coordonner un peu mieux l'intervention policière de façon à assurer une protection équivalente, une surveillance équivalente sur toutes les parties de l'immense frontière qui nous sépare des États-Unis. Il faut le dire, c'est gigantesque. Oui, il reste encore beaucoup de travail à faire. Francis Langlois, spécialiste chercheur sur les armes à feu à la chaire Raoul d'Endurant de l'UQAM. Merci beaucoup. Ça m'a fait plaisir, Mme Bégin. Bonne soirée. Alors voilà, ça complète notre vue de la semaine politique à Ottawa. Esther Bégin qui vous remercie d'être à l'antenne de CEPAC, la chaîne d'affaires publiques par câble. Je vous souhaite un excellent week-end et je vous dis à lundi. Je vous laisse sur des images de la commémoration des 32 ans de la tragédie de Polytechnique, lundi sur le sommet du Mont-Royal à Montréal.